Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes tranquillement. Déjà pour les internautes, je vous salue puisque vous avez la particularité de voir cette émission le jeudi soir et sur la télévision normale le vendredi soir à 20h, le samedi matin, le samedi soir à 18h et le dimanche à 10h. Voilà les horaires de la diffusion. Bonjour Michel, comment ça va? Ça caille. Alors, on va montrer, s'il te plaît, Grégory, la première page de justice, plénière CTM des 29 et 30 septembre. Voilà. Et face à Michel, aujourd'hui, il y a quand même un conseiller territorial, parce que là, je vois de ces trucs-là, je me dis, ouais, il a chaud. Ouais. Non, mais bon. Vous êtes des gens bien, il n'y a pas de souci. J'ai vu qu'est-ce que j'ai vu là. Ah oui, j'ai vu quelque chose là. On va pas en parler tout de suite. Dette CTM, la guerre, trafic, les chiffres. Des accusations, des trucs. Tu vas la défendre. Comment ça va, José? Et toutes mes condoléances, puisque Étienne Moujotte est décédé. Merci pour la presse. Merci pour les condoléances de la presse. Mais c'est vrai que c'est un grand monsieur. J'ai ça sur un bandeau là. C'est un grand monsieur du journalisme qui s'en va et qui a fait une belle carrière à TF1. Vice-président de TF1, mais aussi TF1, Europe 1, je crois. Il me semblait qu'il était aussi à Europe 1. Oui, il est passé à Europe 1. Il est passé à Europe 1. Mais en fait, il part à 81 ans, qu'il voyage bien. Il va rencontrer Tapi en montant. Oui. Très bien, on parlera de Tapi tout à l'heure. Oui. Bonsoir Charles, merci d'être de retour parmi nous malgré tout ce que tu as comme activité ces temps-ci. Voilà. Absent pendant quelques semaines à cause effectivement des obligations. Mais je suis très content de revenir retrouver mes chers camarades et salutations progressistes à tous. Très bien, la veste est toujours aussi belle. De rigueur, merci beaucoup. Rigueur. Ouais. Avec un petit, quelle couleur en dessous là, c'est jaune je pense que c'est orange. Orange. En fait, c'est pas la veste qui est importante, c'est ça qu'on met en dessous. Pour mettre la veste en faveur. Ah bon, donc ce qui est important, c'est la chemise alors. La chemise, exactement. D'accord, très bien, pour faire ressortir la chemise. Voilà. Et qui représente donc le parti. Le progressiste. Le progressiste, voilà. Qu'on n'a pas. Non, on n'a pas reçu. Ça sortira demain certainement. Il y a un petit retard à l'allumage. Bien, il faut donc que vous se faites un peu là, quand même. Mais on fait le maximum. Je suppose. Bonsoir Eddy, merci d'être avec nous. Bonsoir Manu, bonsoir à tout le monde, bonsoir à John, bonsoir à Vert, bonsoir à tous ceux qui nous écrivent et merci à leur vigilance parce que ce sont des gens qui... Alors on est très heureux de vous présenter le dernier historial que je ne vous ai pas amené physiquement, qui ne devrait pas tarder, mais... alors je vais vous dire pourquoi on est très heureux, parce que pour sortir ce numéro spécial sur la disparition d'Émile-Édouard, on a beaucoup souffert et on a reçu beaucoup de pression, menaces, etc. pour ne pas le sortir. Donc il sera en kiosque samedi matin et c'est une histoire édifiante d'un jeune Martiniquais qui a disparu dans le crash d'un avion entre Saint-Vincent et la Martinique. Et je vais faire un peu le teasing. Dans cette histoire, on retrouve à la fois des Martiniquais, bien sûr, mais également Richard Nixon, Henry Kissinger, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et vous verrez que la Martinique est souvent à la croisée des chemins de personnalités historiques extrêmement intéressantes. Mais bon, c'est l'histoire d'une omerta, d'un scandale soi-disant étouffé. Et on a été mettre notre nez dedans et puis on révèle un certain nombre de choses assez extraordinaires. Voilà. Bien. Donne-nous des noms peut-être pour inciter les gens à acheter. Ah non, mais c'est l'affaire, alors nous on l'a appelé comme ça, c'est l'affaire Bali, Rimbaud, McCulloch. Voilà, donc quand je dis ça, vous savez de quoi il s'agit. Allez-y. Bien. Alors dedans, il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Il y a notamment un article magnifique de William Miles, qui est un professeur de Boston, qui est sur l'histoire des Juifs en Martinique. Et vous allez en apprendre. Mais c'est un article qui avait déjà été publié à plusieurs reprises, notamment par Antilla, notamment par Montreuil Créole, et qui fait l'histoire depuis le début. 1550 jusqu'à aujourd'hui des Juifs en Martinique. Voilà. Ok, très bien.
Merci beaucoup. Alors, nous avons reçu des mails cette semaine, enfin plusieurs, je n'en ai ramené que 2, de M. Jean Ambrosi. C'est un mail qui est adressé surtout à Eddy. L'obligation vaccinale entre en vigueur dans peu de temps. Quelle sanction est prévue pour les salariés qui refusent d'être vaccinés ou qui ne présentent pas de PCR négatif à l'entrée de l'entreprise? Bon, pour répondre, c'est extrêmement simple. Hein. Donc ça va être à partir du 11, donc lundi qui vient. Et ça ne concerne bien évidemment qu'un certain nombre de salariés, essentiellement dans les secteurs du sanitaire et social. Il y a une date limite pour avoir un schéma vaccinal complet au 14 novembre, donc ce qui fait à peu près un mois. Et les sanctions sont d'abord des sanctions font essentiellement des sanctions de suspension et de non-versement du salaire. Voilà, il n'y a pas de sanctions prévues liées qui seraient d'ordre d'éviction, de licenciement, etc., puisque le Conseil constitutionnel a bien indiqué que il était hors de question de licencier, que ce soit dans le privé ou dans le public, hein, parce que là, c'est des personnels qui sont concernés dans le domaine public, mais aussi dans le domaine privé. Alors, en France hexagonale, on est à environ, puisque ça a déjà été, vous savez que ça a déjà été mis en place, on est à environ 3000 professionnels qui ont décidé de ne pas se faire vacciner. Mais bon, les dernières informations indiquent malgré tout que le taux de vaccination des professionnels en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane est quand même relativement important, contrairement à ce qu'on pensait. Il est beaucoup plus important que ce qu'on annonçait. Et surtout, il semblerait qu'il y ait eu une prise de conscience au même titre que d'autres professions et que le taux augmente. Alors aujourd'hui, il y avait une grève générale, il y avait une grève Martinique-Guadeloupe-Guyane à 8h. Ils s'étaient mis d'accord pour que la grève démarre au même moment. Ils partaient du CHUM pour aller à l'ARS. Et la Guyane a démarré à 9h. J'ai reçu Serge Haribo ici hier, et qui, d'après ce qu'il disait, que si on n'était pas en mesure de donner des explications et des réponses, qu'ils vont déposer des blouses. Parce que dans tout ce qui a été dit ces derniers temps, les gens pourront venir par bateau, par avion à la Martinique s'ils sont vaccinés, mais sans test PCR. Alors il dit qu'il est prouvé que même si on est vacciné, on peut être contaminé et contaminant. Donc il demandait, enfin les différents syndicats demandent à ce que le test PCR soit valable pour tout le monde, de manière à être plus ou moins tranquille. Voilà. C'est ce que les syndicats Martinique-Guadeloupe-Guyane demandent en ce moment. Juste pour compléter un petit peu ce qu'il dit. Pardon, je voudrais juste rajouter à celui qui a dit que Emmanuel Granier sur télévision continue à recevoir les anti-vax. Je ne sais pas si vous avez bien compris notre langue, hein, parce qu'on n'a pas parlé anglais, on a parlé français pendant cette TV. Et si vous avez bien écouté, vous aurez vu qu'il ne s'agissait pas de ça. J'ai reçu un responsable syndical qui a dit un certain nombre de choses que, voilà. Donc voilà, c'était pour répondre à ce monsieur. Pardon, vas-y. Oui, je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'Eddy a dit. Les positions sont personnelles. Hein. On reste sur la nécessité de convaincre. Hein, et je pense que la volonté de convaincre procède d'une volonté d'expliquer. Hein. Il n'y a pas de quoi forcer les gens à quoi faire quoi que ce soit. Mais il faut comprendre que les directeurs, quels qu'ils soient, ils ne peuvent contrevenir à la loi. Sinon, c'est eux qui seront responsables. Ils ne peuvent pas aller contre la loi. Ce n'est pas possible. Et quand il y a des manifestants, ce n'est pas sur les directions qui doivent faire pression, c'est sur le gouvernement. Parce que c'est seul le gouvernement qui est habilité à faire un amendement, à reculer l'application de la loi, etc. Les directeurs ne peuvent pas prendre de décision pour contourner ou pour ne pas appliquer la loi. Sinon, ils seront personnellement responsables de cela. Et quand je dis consentement, y compris pour l'amour, le consentement est toujours obligatoire. Donc, j'estime que le consentement doit être demandé aussi pour la vaccination. Cependant, les chiffres ne trompent pas. Voilà ce que je voulais dire. Bien. Alors, pour finir la question de monsieur, les questions, un amendement a été récemment adopté. Est-ce qu'il s'agit de l'amendement du Sénat qui n'est pas passé?
Est-ce que c'est ça? C'est pas ça de ça qu'il parle? Il n'y a pas d'amendement pour changer la loi concernant le territoire, les territoires d'outre-mer. Il y a un élément qui me semble fondamental, c'est bien de tenir compte, et là on rentre dans un débat qui n'est pas un débat réglementaire ni législatif, de tenir compte d'une réalité. La réalité, c'est que la population martiniquaise, ni martiniquaise, ni guyanaise, ni guadeloupéenne, n'est suffisamment vaccinée pour que cette loi puisse s'appliquer, j'allais dire, au même titre que la loi sur le plan national. Mais Charles a raison, je veux dire, on ne peut pas d'un côté... il aurait fallu intervenir bien plus tôt, c'est ça qu'il aurait fallu faire. Mais on ne peut pas d'un côté réclamer l'application stricte et globale pour un certain nombre de choses de la loi nationale, et puis quand ça nous arrange, de dire les frères, on n'a pas appliqué. Non. Je pense qu'il y a de vraies questions. Par exemple, ce que tu as évoqué, il n'est pas, à mon avis, il est beaucoup trop tôt pour qu'on puisse autoriser des gens qui arrivent en Martinique à arriver, s'ils sont vaccinés, sans test PCR. Pour une raison simple, c'est que le taux de vaccination n'est pas suffisant. Alors, mon ami José m'a demandé de vous rappeler régulièrement où on en est sur la vaccination. Alors, ça progresse. Et ce qui est intéressant, c'est de se fixer des objectifs. Ce qui manque, en fait, chez les politiques, c'est de fixer des objectifs. Alors, on vaccine en moyenne 500 personnes par jour, on va dire, en schéma vaccinal complet. C'est-à-dire qu'il y a 500 personnes complètement vaccinées par jour en Martinique. Donc, environ 15 000 personnes par mois. Donc, la question qu'on pose, c'est quand est-ce que 50% des Martiniquais seront totalement vaccinés? Parce qu'à 50, on commence déjà à se dire, c'est un bel effort et c'est bien, on pourra libérer un certain nombre de choses. Ce sera le cas dans 85 jours, c'est-à-dire, grosso modo, fin décembre. Fin décembre, on sera à 50%. Et si vous faites les calculs, on est à 5% par mois, donc on va monter à 60%, voire 65% aux alentours de fin février. Voilà. Le 28 février, si ça continue au même rythme, environ 15 000 personnes complètement vaccinées par mois, on devrait atteindre entre 60 et 65% de la population. Et là, à ce moment-là, comme à Paris, à Bordeaux ou ailleurs, ou à Londres, les portes seront complètement ouvertes. On va faire tomber les masques. Voilà, les portes seront ouvertes, les gens pourront aller au stade, ils pourront refaire des soirées, ils seront à nouveau libres. As-tu la date du carnaval? Le carnaval, c'est là, ça tombe là, c'est le fin février, début mars. Non. Voilà, donc ils pourront peut-être aller au carnaval. Donc nous, on a comme message à leur dire, bon les mecs, faites un petit effort, parce qu'on a eu un effort considérable. Hein. Je vous rappelle qu'on est passé de 50 000 personnes vaccinées à 102 000 complètement vaccinés et 122 000 ayant au moins une première dose, ce qui est considérable. Donc on est aujourd'hui à 38%, il manque 12% pour arriver à 50%, donc on sera en décembre, et en février, 65% ce sera ouvert. Ok, alors l'amendement dont parle M. Abrouzi, je pense qu'il s'agit d'un amendement au Sénat où les gens demandaient à ce que les gens soient punis d'une amende de 135 € à partir de janvier s'ils ne sont pas vaccinés. Une deuxième amende à 135 toujours. Et la troisième, ce serait à 15 000, quelque chose de ce genre. Mais cet amendement n'est pas passé. Et pourquoi on en parle beaucoup en Martinique, c'est que il y a des parlementaires martiniquais qui ont signé cet amendement-là. Donc voilà. Mais c'est pas passé. Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de parlementaires martiniquais au Sénat. Il n'y en a que 2. Eh bien, les deux ont signé. Leur nom était sur le truc, les deux ont signé. Il y avait leur photo, ils ont aussi. Voilà leur nom. Il paraît que celui de François n'a pas signé. Alors, à l'insu de son plein gré, alors, parce que sa photo est dessus. Mais en fait, l'amendement a été repoussé. En fait, c'est surtout ça qui est important, parce que les sénateurs ont dit non. Voilà. Alors, il y a un deuxième courrier dit... Bon, je ne vais pas tout lire, mais... est-ce que tu peux faire un compte-rendu, puisque c'est à toi que ça s'adressait, de ce que cette personne demande? Monsieur Jaune. Monsieur Jaune, oui. Oui, en fait, nous avons là
affaire à un monsieur dont nous tairons le nom, qui est un admirateur de Zemmour, ok, et qui nous demande dans un premier mail de changer, qui nous conseille de changer d'attitude vis-à-vis de Zemmour, et qui, nous laisse quand même l'opportunité de ne pas avoir la même opinion que lui sur Zemmour, qui nous demande d'attester. Alors je vais laisser mes petits camarades en parler. Je vais quand même rappeler à ce monsieur qu'il existe dans toutes les populations, donc y compris en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Paris ou ailleurs, une partie relativement faible de la population qui est admirative des racistes, qui a une admiration pour les gens qui veulent exclure les étrangers, et en particulier les Arabes, les Noirs, etc. Ce que moi je voudrais lui dire, c'est que c'est quand même assez surprenant que nous, issus de peuples ayant souffert de manière structurelle du racisme, nous ayons le culot d'être des admirateurs de gens qui justement professent du racisme. Alors, il s'étonne probablement que je puisse taxer Zemmour de raciste, mais je rappelle à ce monsieur qu'en 2011 et en 2018, monsieur Zemmour a été condamné pour incitation à la haine raciale, discrimination religieuse, etc. Mais juste pour... Je ne cherche pas à le convaincre, puisque c'est un admirateur. Et il y en aura d'autres, des Martiniquais noirs, des Martiniquais métis, des Martiniquais blancs, des Martiniquais jaunes, tout ce que vous voulez, toutes les couleurs qui vont dire « Ouais, Zemmour, ouais, nous allons voter, bah monsieur ». Zemmour, c'est un salopard. Ok ? C'est un salopard. Je vous explique pourquoi je dis que c'est un salopard. Ceci dit, tu as dit moins fort que la maire de Paris qui a dit elle a envie de dégueuler. Oui, mais je vais vous dire pourquoi je dis que je traite cet individu de salopard. Parce que nous sommes fiers de voir des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais dans l'équipe de France. Ce monsieur a dit la chose suivante, et vous le savez, interrogé sur les difficultés de l'équipe de France, il a osé dire 8 joueurs noirs dans cette équipe, c'est quand même curieux. Pour ne pas dire, comme son ami Le Pen, Jean-Marie Le Pen, qui le soutient. Au lieu de soutenir sa fille, il soutient Zemmour parce qu'il dit monsieur plus radical qui est chmoyen, donc moi, il soutient monsieur. Jean-Marie Le Pen avait dit il y a trop de noirs dans l'équipe de France. Donc, j'aimerais poser la question à ce monsieur. Si, imaginons qu'il soit dans une tribune et qu'à côté de lui, il y ait quelqu'un qui dise ni trop nègre dans l'équipe ta pour ça normal, qu'est-ce qu'il aurait dit? Eh bien, monsieur Zemmour a dit ça devant toutes les télévisions. Et j'en passe des meilleurs. Je préfère ne pas évoquer, mais je vais quand même le faire pour nos amis juifs. Monsieur Zemmour dit la chose suivante, Pétain c'est un mec fantastique, génial, puisque Pétain, il a eu le courage de protéger les juifs français et de donner les juifs étrangers. Voilà ce que dit monsieur Zemmour. Aux nazis, il est donné pour qu'ils puissent être gazés, y compris des petits-enfants qui avaient 3 ou 5 ans. Donc, si vous êtes derrière monsieur Zemmour, monsieur, vous êtes un supporter de quelqu'un qui soutient la destruction, l'élimination physique d'enfants. Voilà ce que vous êtes. Bien, alors, juste quand même pour vous lire un peu ce que le monsieur a dit, il a parlé de Christine Kelly, et il dit, ne pensez-vous pas que vous aussi, monsieur Marajou, vous avez la capacité de devenir un grand journaliste si vous aviez accepté de vous installer là-bas. Peut-être qu'à l'instar de Mediapart, vous pourriez mener les enquêtes que vous ne pouvez pas mener en Martinique par peur de se voir éclabousser à travers un parent ou un ami proche. Monsieur Marajou, vous êtes pétri de qualité que vous ne pouvez, entre guillemets, malheureusement pas exploiter dans ce petit bout de terre où le monde se connaît. Quel dommage! Alors, monsieur Marajou, quand est-ce que vous allez en France sur une des chaînes françaises? Monsieur X, je vous réponds, monsieur X, si nous étions, nous, ici, incapables de vous intéresser, parce que c'est ça, en fait. Oui, il est intéressé par ce qu'on dit quand même, bien sûr. On tient quand même à vous remercier de l'intérêt que vous nous portez. Et puis, on espère qu'au bout de cette émission ou des prochaines, vous aurez changé d'avis sur un certain nombre de sujets. Très bien. OK. Moi, je suis stupéfait par
par l'exposition médiatique dont peut faire l'objet Zemmour aujourd'hui, mais c'est surtout quand Eddy rappelle qu'il dit qu'il y a trop de Noirs. Il ne dit pas qu'il y a trop d'étrangers dans l'équipe de France. Il dit qu'il y a trop de Noirs. La nuance est importante. Parce que sans les Noirs en France, ils n'ont pas nettoyé le métro, ils n'ont pas fait les hôpitaux, ils n'ont pas réparé un certain nombre. On a omis un certain nombre d'exercices là-bas. Donc quand il dit ça, et il n'y a pas un journaliste en face pour lui dire « Vous êtes bien sûr que vous dites qu'il y a trop de Noirs dans l'équipe de France ?» On acquiesce. On admet que le gars puisse venir sur les plateaux parce que ça fait et aller sur les plateaux et dire des choses comme ça sans qu'aucune contradiction ne lui soit apportée, sans qu'on lui dise mais vous ne pouvez pas continuer à prospérer avec de telles propositions à l'endroit. Après, donc Christine Kelly, que ce monsieur semble adorer. Oui. Christine Kelly est une grande professionnelle, c'est pas ce qu'on remet en cause. Mais on aimerait lui dire, Christine, songez qu'auto sorti. C'est ça. Il a dit qu'elle est Guadeloupéenne. Oui. Non, mais moi, je m'adresse à Christine Kelly directement. Ah, d'accord. Songez côté ou sorti. Et tu t'adresses à elle en créole. Oui, pour qu'elle comprenne. Pour qu'elle comprenne bien. Parce que petit élément historique, Frantz Fanon dit la chose suivante. Et ce type a parfaitement compris le mécanisme qui est en cours. Il dit à un moment, quand on parle des Juifs, tendez l'oreille. Nous, Noirs, tendons l'oreille, parce que finalement, c'est de nous dont on parle. Alors je voudrais, dans le prolongement de ce qu'ont dit mes deux prédécesseurs, ajouter que Zemmour a dit à peu près ceci. Le problème, c'est que pendant un certain temps, on a eu une immigration de gens de race caucasienne. Ça veut dire les Blancs. Et que le problème, c'est que depuis quelques années, l'immigration, elle est surtout maghrébine, c'est-à-dire les Arabes, et puis des Noirs. Donc le problème, on retrouve le problème du racisme. Il y a le problème du rejet de la migration, de la haine de l'autre, qui est général. Mais aujourd'hui, c'est ce qui gêne précisément ces racistes-là, c'est précisément ils appellent ça le grand remplacement. Alors, le grand remplacement, c'est une théorie, ça rejoint d'ailleurs les autres complotismes. Hein. Il y a un complot des peuples musulmans, il y a un complot des peuples musulmans, des peuples noirs, qui ont décidé, par l'immigration, ce n'est pas les problèmes économiques et sociaux, ce n'est pas les guerres civiles, ce n'est pas les guerres civiles attisées par les puissances impérialistes, n'est-ce pas? C'est un complot, ils ont décidé de remplacer la population blanche des pays européens, et particulièrement de la France, par l'immigration. Voilà. Alors, n'oublie pas, excuse-moi de t'interrompre, mais n'oublie pas que certains individus chez nous ont exactement le même discours en disant que la population martiniquaise va être remplacée par des Blancs. Et puis j'ai entendu dernièrement, et d'ailleurs ça s'est vu sur les murs, que la population martiniquaise risque d'être remplacée par des immigrés venant d'Haïti, etc. Tout à fait. On a le même... Alors c'est pour ça que je disais, quelle que soit la couleur en fait, le racisme n'a pas de couleur. C'est dans chaque population, on retrouve ce... Et nous devons lutter d'abord contre les racistes qui sont chez nous. Oui. Mais je voudrais le deuxième argument que je voudrais... S'il vous plaît, ne faisons pas non plus comme les chaînes françaises, on ne va pas passer l'émission à parler de Zemmour. Non, mais il y a un deuxième argument que je voudrais donner s'agissant de Zemmour. Je le comparerai à Marine Le Pen. Et je dirais pourquoi je le considère comme plus dangereux. Zemmour, manifestement, à un niveau de culture, de connaissance, notamment historique. Et ce qui explique d'ailleurs que sur CNews, dans l'émission que tu as citée, les interlocuteurs sont ébahis dans la connaissance des différentes phases de l'histoire de France. Mais une histoire de France vue sous un angle purement réactionnaire. Bon, bien sûr, ils n'aiment pas la Révolution française,
hein, il n'aime pas les républiques. Il est plutôt royaliste. Il défend les thèses des théoriciens d'extrême droite comme Maurras. Hein. Bon, je ne vais pas faire un long discours là-dessus, mais il est dans une filière, dans une veine idéologique qui est un courant très ancien, mais qu'il masque habilement par des propos qui peuvent ressembler au gaullisme. Alors, je peux... Oui, voilà. Pardon. Donc, pour aller dans le sens de mes prédécesseurs, je souhaiterais dire quelques éléments d'analyse à l'attention de M. Jeune. Donc, le conservatisme, c'est les valeurs traditionnelles, c'est la religion chrétienne, c'est la sagesse aristotélicienne, etc. Bon, on est d'accord avec ça. Donc, M. Zemmour serait un représentant du conservatisme. Il y a trois droites, il y a les affairistes, il y a les conservateurs, et puis il y a les libéraux. Bon, bref. Et quand on parle de conservatisme, il faut que M. Jeune se rende compte que, premièrement, les immigrés qui sont sur le territoire français, ils y sont venus parce que les Français sont allés coloniser des territoires. Et c'est un retour tout à fait normal qui fait que les colonisés, souvent, ont été encouragés par la France coloniale pour venir, notamment les Maghrébins, pour venir en France. Premier élément. Deuxième élément. Quand M. Zemmour parle de pureté, entre guillemets, avec une dimension essentialiste de la culture, de la langue, du fait qu'il faut que les prénoms se trouvent sur le calendrier, etc. Il faut que M. Jeune se rende compte du fait qu'on n'est pas seulement français par le droit du sang, on n'est pas seulement par le droit du sol. Que fait-on des impôts? Il y a beaucoup de Français de France qui ne paient pas des impôts, et puis il y a beaucoup d'étrangers qui paient des impôts. Il y a beaucoup de Français de France qui ne travaillent pas, il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent et qui font prospérer la France. Il y a beaucoup de Français qui ne respectent pas les lois, beaucoup d'étrangers respectent les lois. Beaucoup d'étrangers font des enfants et assurent une progéniture, une descendance à la France, de manière à ce que les enfants nés en France deviennent à leur tour des petits Français de minorité visible. Et j'ai envie de dire aussi, il y a aussi l'armée. La Légion étrangère, on sait que les contributions des étrangers sont nombreuses du point de vue du service public et puis du point de vue de la défense de l'armée française, enfin des interventions, notamment des opérations de projection de l'armée française sur les territoires étrangers. Souvent, ce sont des étrangers qui y vont. Donc, il ne faut pas voir la volonté essentialiste de la définition du français par M. Zemmour comme étant idéale parce qu'il veut défendre la culture, la civilisation, etc. Et puis je veux dire à M. Jeune que nous sommes un peuple métis et qu'il n'y a qu'un quart de Français de France qui ont les 4 grands-parents qui sont français. Autrement dit, le métissage, il existe. Et quand on parle de métissage et de créole, il faut savoir que toutes les langues sont créoles, y compris le français. Parce que le français est né de mélange de langues, visigoth, alamand, burgonde, saxon, les francs, etc., du latin aussi. Et donc, tous, on est des créoles, et M. Zemmour oublie toute cette partie de l'histoire française pour se concentrer sur ce qui l'intéresse, et sur ce qui intéresse les personnes qui sont intéressées par son propos, justement, qui sont en général les personnes déclassées. Les personnes déclassées qui sont tout à fait respectables, mais il faut aussi faire attention à ça. Hein? Donc je veux dire que attention à ce genre de discours que je qualifie de populiste, c'est-à-dire la volonté, et puis de démagogue. Hein? Le démagogue dit ce que le peuple veut entendre, et le populisme flatte. Dans le mauvais sens du terme, exalte, j'ai envie de dire, les sentiments les plus bas du peuple pour obtenir ces suffrages. Je dis qu'il faut faire attention et je rejoins totalement mes prédécesseurs. Un démagogue, c'est d'abord un menteur. Monsieur Zemmour dit par exemple, je m'arrêterai là, hein, parce que tu as parfaitement raison, plus nous n'avons pas les Zemmour, plus ni Martiniquais qui voté. C'est comme ça qu'ils se retrouvent aussi haut dans les sondages. Hein. J'ai juste un chiffre à donner. Enfin, Monsieur Zemmour, sur ce plateau, avec Madame Kelly, balance des chiffres après la mort de George Floyd. Il balance un chiffre qui est passé comme une lettre à la poste, c'est 81% des Blancs qui sont tués par des Noirs. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand il y a un Blanc qui meurt, c'est un Noir qui l'a tué. Et c'est mon langue qui pense ça, machin. Alors, tu as des mecs dont c'est le métier qui vont vérifier. Et vous savez où ils ont été prendre le chiffre? Ils ont été prendre le chiffre
dans les travaux des universités, mais surtout, ils ont été prendre les chiffres que Trump donnait. On ne peut pas soupçonner Trump de tricher quand il va vouloir mentir sur ça. Normalement, on devrait trouver le même chiffre que Zemmour. Ah ben, c'est pas du tout le cas. 15% des Blancs tués sont tués par des Noirs. Et Zemmour dit c'est 81%. Mais, Eddy, c'est quand même, juste d'un mot, c'est quand même abusé que Zemmour, dont les parents sont arrivés d'Algérie, qui naît à Montreuil, aujourd'hui, puisse dénigrer à ce point-là d'autres qui viennent chercher bonheur en France. Je crois que c'est abusé, vraiment. Niabouki dit Zemmour, ou qu'a dit moi changer prénom, ou c'est pas changer nom. Non. Oui, parce que c'est pas changer je nom. vous ai dit qu'on n'a pas encore sorti, quand Zemmour, plus il avancera, et plus vous allez voir que sortiront des affaires concernant sa la famille. Fratrie Zemmour. Alors, je voudrais donner un petit conseil à nos auditeurs. On a parlé de la colonisation et Chamas a rappelé en gros, Zemmour spécule sur ce que nous appellerions le choc en retour de la colonisation. Alors, France 3 a publié au début de la semaine un documentaire remarquable qui s'appelle Colonisation, l'histoire de la France. Et on peut le voir en replay. Et il y a plusieurs passages qui concernent les Antilles, Haïti, la Martinique, la Guadeloupe, etc. Très très beau reportage. Mais ce qui est remarquable dans ce documentaire, c'est qu'il rappelle que la colonisation s'est faite par la violence et que l'armée française a utilisé souvent des supplétifs dans les pays colonisés pour lui servir de chair à canon. Alors, les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs indochinois, etc. Et il y a ils ont fait des recherches considérables. Vous verrez dans ce documentaire des images d'archives presque inédites. Bien. Voilà. Alors, nous passons à un autre sujet qui est tout aussi... Enfin, non, c'est un sujet qui est très lourd aussi. Plus de 300 000 victimes en 70 ans. Les chiffres choquent de la pédophilie dans l'Église, la commission sauvée. Drôle de nom de commission, mais bon. C'est le nom de la personne, je suppose. Hein. La commission sauvée. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'on a guère entendu parler de pédophilie en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Est-ce à dire que les prêtres chez nous ne pratiquent pas ça? Enfin, je ne sais pas, hein, je me pose la question. Non, mais je me pose la question parce que... Je pense surtout qu'il y a la réponse à la question que tu poses. Non, mais quand même, 300 000 personnes, et puis j'entends un évêque qui dit... 314, merci Charles. J'entends un évêque ou un monseigneur qui dit... on n'a pas d'argent pour dédommager les gens. On a décidé, là, entre nous, avant même que tu n'arrives, que c'est Charles qui nous parlerait de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais... Alors, j'ai eu envie d'inviter Monseigneur Macaire, mais je ne sais pas s'il aurait pu venir parler de ça. Mes commentaires ne seront pas de l'ordre... Tu n'as pas été victime d'une quelconque agression non, sexuelle. absolument pas. Mais mes commentaires ne seront pas de l'ordre du nombre de victimes. Mes commentaires iront dans l'analyse de la situation de l'Église catholique. Il faut d'abord replacer dans le contexte. Il y avait un concile, le concile d'Elvie en 305, qui interdit aux prêtres de prendre femme. Et puis c'est en 1139 que le concile de Latran va interdire le mariage des prêtres. Je continue. Hein. Mais pourquoi? Parce que l'existence de prêtres de père en fils risquait de faire l'Église perdre son patrimoine. C'est tout d'abord cette justification-là, hein, qu'il y a une appropriation des biens de l'Église par des familles de prêtres. Et donc c'est cette justification-là d'abord qui empêche le mariage des prêtres. Et puis, en 1075, Grégoire s'est excommunié plusieurs évêques et archevêques qui sont concubinaires parce qu'ils sont pas mariés, mais ils ont des enfants et pratiquent, entre guillemets, l'adultère. Et l'explication vient aussi du fait que, dans la pratique, il n'y a pas seulement les textes canoniques, il y a aussi la pratique. Il semblerait qu'une tradition orale ayant
à force d'obligation dès lors qu'elle a été vécue dans l'Église. Et la plupart des apôtres n'étaient pas mariés, sauf Pierre. Pierre était marié. Mais bon, d'autres disent que Jésus a une compagne que tout le monde connaît. Bon, je ne sais pas si c'est un blasphème, mais en tout cas, des personnes le prétendent. Alors, je poursuis pour dire que... Marie-Madeleine. Oui, voilà, Marie-Madeleine. Et je poursuis pour dire cette que... émission, on donne les noms. On donne les noms. Au Concile de Trente, en 1530 jusqu'en 1563, concile qui a duré 18 ans, 25 sessions, 5 pontificats, il y a eu une contre-réforme pour contrer donc Luther et Calvin qui, par le protestantisme, avaient accordé la possibilité aux prêtres de se marier. Il y a eu une contre-réforme, et cette contre-réforme-là voulait empêcher le mariage des clercs, même si ça posait des problèmes. Donc voilà comment il faut cadrer les choses. Alors je souhaiterais simplement dire en quoi la pureté de l'Église, Église avec un grand E, c'est-à-dire l'Assemblée des croyants, en quoi cette pureté-là ferait-elle défaut si les prêtres se mariaient? Surtout qu'en 1870, en matière de foi morale, de foi et de morale, le pape est devenu infaillible. C'est-à-dire que sa décision une décision du pape peut permettre. Alors, et on voit le paradoxe et l'absurdité de la situation. Pour chercher une pureté, j'ai envie de dire mythique, une pureté éthérée des prêtres, en interdisant leur mariage, on se retrouve face à un scandale épouvantable qui salit l'Église au sens de l'Assemblée des croyants, à tel point qu'il y a même des croyants qui disent que ce n'est pas vrai. Donc voilà pour dire finalement que quand on fait l'histoire, l'interdiction du mariage, c'est tout d'abord une interdiction pour que de père en fils, il n'y ait pas une appropriation des biens d'église par les prêtres et leurs enfants qui seraient prêtres. Et puis enfin, la solution, ça serait de revenir, parce qu'il y a eu des évolutions, et je finis, il y a eu des évolutions dans l'histoire, il y a eu des évolutions dans la pratique, et puis dans la morale et la foi chrétienne, voilà, l'avortement. Et puis, je veux aussi dire que c'est un concile, le concile de Nicée, qui en 325 fonde le christianisme comme étant religion dans l'Empire romain. Donc je veux dire que ce sont des décisions qui sont spirituelles, mais aussi qui sont temporelles, qui sont politiques. Voilà. Alors avant de passer la parole à Eddy, là on parle de pédophilie. Non, ce que je veux dire, c'est que l'histoire que les prêtres se marient ou pas, c'est déjà des adultes, entre guillemets. Mais là, on parle de pédophilie, de petits mamailles. C'est ce que je voulais dire. C'est ça le problème, c'est qu'il s'agit d'enfants, des enfants... J'ai vu un reportage en France où les gens sont allés et le gars disait « J'ai encore, à mon âge, je sens encore le poids sur mon dos du mec sur moi. » Mais des gamins de 6 ans. Je donne la parole à Eddy, mais c'est justement parce qu'ils sont frustrés tellement de ne pas avoir de relations sexuelles. Non, je pense pas. Un pédophile, il peut être chauffeur de taxi, chauffeur de bus, il peut être autre chose. Un pédophile, c'est un pédophile. Non, moi je ne suis pas d'accord avec Charles. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse-là. Et cette analyse-là, Charles, méfie-toi, elle est utilisée par l'Église. Le premier pôle de pédophilie, c'est dans la famille. C'est là où il y a le plus d'actes. Et la famille, je suis désolé, c'est d'abord les hommes dans la famille. Ils sont mariés, ils ont des femmes à leur disposition. Ça ne les empêche pas d'être pédophiles. Donc, ce n'est pas le mariage des prêtres qui pousse à la pédophilie. Ça, il faut le dire et le répéter. L'Église catholique, comme d'autres corporations, à partir du moment où il y a une majorité d'hommes confrontés à des enfants, il y a pédophilie. Ouais. C'est inné, c'est structurel à la présence d'enfants avec des hommes. Eddy. Il faut le dire, c'est masculin, et c'est quand vous mettez vos enfants, donc je vais passer un message très clair, ne mettez pas vos enfants dans des lieux où il y a des hommes en majorité. C'est pas seulement l'Église catholique, hein. Mais bien sûr. Je rappelle que les pasteurs évangélistes ou baptistes, etc., il y a aussi des cas de pédophilie dans les autres églises chrétiennes, dans le sport, dans tout ce qui touche à la culture, etc. Depuis Ninom,
Et puis Tchomaï, c'est Tchomaï-là qui apprend, fait, et puis c'est Bougla. Il faut arrêter ça. Donc en clair, ce qu'il faut. Et plusieurs débats l'ont déjà souligné. C'est quoi la solution? Il faut simplement rendre mixtes ces organisations. C'est-à-dire mettre des hommes et des femmes. Et vous verrez que, d'ailleurs, l'une des rapporteuses de cette commission indique très clairement que comme on a l'Église catholique, c'est quand même une organisation tentaculaire, hein, vous le savez, ultra puissante et ultra riche. Alors si on n'y a pas même l'argent, il n'y a pas l'argent. Il y aura de palais, pas de problème. Bon, la problématique majeure que l'on a, c'est ça. Et un certain nombre de psychiatres vont dire que, et ils ont parfaitement raison, que ça n'a rien à voir avec des pulsions sexuelles liées à une contrainte ou une absence de femme. C'est dans les êtres humains de sexe masculin, il y a une partie de malades. Il semblerait que ce soit une maladie. Bien sûr, mais c'est évident, Et j'aimerais rappeler que ça n'a rien à voir avec les attaques homophobes de l'Église contre les homosexuels, et ça n'a rien à voir, ok? Il y a une espèce de mélange multiple, enfin, tout le monde en prend pour son grade. Très clairement, moi ce que je dis, c'est que l'Église catholique n'a qu'à se réformer pour arrêter de toucher les enfants des gens. Ok? C'est ça, c'est tout. Et nous, on a sorti un numéro spécial avec une interview de David Macaire, et David Macaire, à la une de notre magazine Family Guide, David Macaire disait: je demande aux prêtres d'arrêter de toucher les enfants. Ouais. Et David Macaire a reçu, à cause de ça, des pressions et des menaces venant de l'Église, en disant: oui, mais il n'a pas à dire ça, les prêtres, etc. Il y a des prêtres pédophiles en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Et il y a des centaines, voire des milliers d'enfants, depuis des années, qui sont victimes de ces prêtres. Donc, il faut faire le ménage. Monsieur Macaire, faites le ménage. Alors, Eddy, deux mots, mais vraiment deux mots, se dire que on parle beaucoup de cette Église catholique-là en ce moment, puisqu'il y a le rapport Sauvé qui vient de se faire. Il faut juste se dire que dans toutes les églises, vous avez le même phénomène. Il ne faudrait pas imaginer que c'est un phénomène qui est circonscrit à l'Église catholique. Ça n'est pas vrai. Et dans tous les milieux, on a parlé du sport tout à l'heure, juste pas pour dédouaner l'Église catholique de certains de mes faits, mais pour dire, pour ceux qui pourraient se réjouir de dire on les a épinglés dans l'Église catholique, il ne faut pas vous faire d'illusions, c'est beaucoup plus général et beaucoup plus vaste que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a très 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 longtemps que les dirigeants au plus haut niveau de l'Église catholique savent ce qui se passe et ils ont été complices pour certains d'entre eux parce qu'ils ont tué pour ne pas déranger. Mais je répète, des chauffeurs de bus là, qui emmènent des bus avec 40 enfants en bas âge, on peut aussi retrouver ça. Hein. C'est pas seulement dans les églises, c'est partout où il y a des gamins face à des adultes. Des adultes de sexe masculin. De sexe masculin. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ça. Et puis, par contre, John nous a incendié là avec Zemmour, mais vous savez que la religion catholique en Martinique, c'est la première religion. Et alors? Donc attendez-vous à des retours. C'était une plaisanterie. On a très peur. C'était une plaisanterie. Michel. Vous avez dit l'essentiel. Volontairement, je n'ai pas voulu trop intervenir dessus pour ne pas donner une connotation anti-religieuse. Anti-cléricale. Bon, d'autant que, je le rappelle, il y a longtemps que le journal que je représente, qui au début a été très anticlérical, mais pour des raisons de classe. Parce que l'Église catholique en Martinique a fait deux choses. Elle a soutenu l'esclavage, premièrement, et deuxièmement, elle était du côté des exploiteurs. Bon. C'était pour ça que le journal de Jules Monod, André Aliquer, a été... excommunié. Bon. C'est ce que je veux dire quand même. Mais par contre, je vais insister sur l'intervention de José. Ce qui est quand même remarquable dans ce rapport, c'est de montrer qu'il y a toutes les tentacules
de l'Église, les associations, les écoles, l'enseignement, etc., les organisations de jeunesse et compagnie, qui fait que... Et comment, pendant des années, pendant 70 ans, on a réussi quand même à maintenir le couvercle sur la marmite. La chape de plomb. Bon. Et ça devrait quand même, d'un point de vue démocratique, bon. Et en plus, je veux réagir au propos d'un évêque de France, qui a déclaré que contre le rapport Sauvé dit qu'on devrait lever le secret de la confession pour ces questions-là. Bon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, les lois de la République sont inférieures au secret de la confession. Il a été convoqué. Il a été convoqué. Le ministre a convoqué. Le ministre a dit, bon, venez pour nous parler. Il a été convoqué par... Alors, on a dit après qu'il n'a pas été convoqué, qu'il a été invité. Il a été invité par le ministre de l'Intérieur, puisque le ministre de l'Intérieur en France, parce que c'est celui-là comme l'autre, il est aussi le ministre des cultes. Oui, et puis il y a une loi. Il a rappelé, Gabriel Attal a rappelé à monsieur, on va retrouver son nom, cet évêque, Monseigneur qu'il y a une loi qui indique très clairement que quelle que soit la situation, ayant connaissance d'un fait criminel, l'individu qui reçoit cette information a l'obligation de la transmettre. Tout à fait. Et par ailleurs, il y a un autre argument qui a été dit par plusieurs intervenants sur les médias français, c'est que si on accepte ça pour l'Église catholique, on ne peut pas refuser aux musulmans, les musulmans qui disent que le Coran est au-dessus des lois de la République française, on ne peut pas les condamner pour cela. Par conséquent, la même loi doit s'appliquer à toutes les religions. Charles. Alors, il semblerait, maintenant je ne vais pas entrer dans le débat, ceci étant dit, il y a des pédophiles partout, et on avait fait le calcul ici, il semblerait qu'il y ait 38 000 personnes en Martinique qui aient subi des actes pédophiles. En Martinique. Ouais. Et donc c'est énorme, c'est énorme. Ceci étant dit, concernant le 38 000, c'est ça? 38 000. Ça fait près de 10%. Mais c'est 10%. C'est à peu près 10% des enfants qui ont été agressés. Et il y aurait 1,7% de ces agressions-là qui sont le fait d'ecclésiastiques. Alors je ne dis pas de prêtres catholiques seulement, mais d'ecclésiastiques. Alors le renforcement de cette situation-là vient aussi du fait que pendant très longtemps, les écoles confessionnelles étaient pour les filles et pour les garçons. Et donc forcément, les petits garçons se retrouvaient avec les éducateurs masculins et les filles avec des femmes. Donc ça a aussi renforcé ce caractère-là. Exact. Et puis c'est vrai, c'est bien d'avoir parlé le poids de la confession, parce qu'un prêtre va se confesser à un autre prêtre, il sait que le secret va être gardé. Oui. Tu penses qu'ils se confessent entre eux? Mais bien sûr. Oui. Donc confesser à quoi? Je te vois. Enfin, c'est ça. Je parle d'une vraie confession. Mais enfin, quand même. En plusieurs mots. Mais quand même, on verra bien ce que ça va donner la suite de tout ça. Mais le fait qu'aux Antilles, on n'en parle pas trop, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas chez nous. Voilà. Bon, alors, ensuite, on a eu tellement de choses cette semaine. Oui, il y a un truc qui paraît intéressant. Une prise en charge personnalisée pour les victimes de violences intrafamiliales dans les commissariats. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Ça, c'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution. Mais oui. On a mis 2 boutons sur le comptoir quand on arrive à la police et on a révolutionné la prise en charge. C'est bien, il y a un pas qui est fait. Oui, parce qu'avant, les gens avaient peur peut-être de venir et peut-être de s'exprimer. Donc là, quand la personne appuie sur le bouton jaune, je crois... On l'emmène à l'écran. Voilà. Alors, en fait, je crois qu'il faut saluer en toutes circonstances le travail considérable que la police fait en toutes circonstances. Et moi, je suis de ceux qui pensent, pour en avoir débattu plusieurs fois avec des amis, moi, je pense qu'on devrait avoir mis une peine automatique quand on agresse un policier, de dire c'est 10 ans avant quelque procès que ce soit. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on laisse des gens tirer sous des policiers ou des gendarmes sans trouver des circonstances atténuantes. Tu fais la même chose chaque fois qu'il y a un flic qui descend quelqu'un. Non. Même pas. Non, c'est pas ça. Tu lui donnes 10 ans aussi. Non, ça dépend dans quelles circonstances. Tirer sur la personne, c'est très différent. Quand un flic tire sur quelqu'un
Tu regardes les circonstances, par contre, quand quelqu'un tire sur un flic, il n'y a pas de circonstances. Il n'y a pas de raison que l'on tire sur un flic. Mais en fait, bon, c'est pas ça le débat. Non, c'est important. Oui. C'est important parce que, tu sais, José, des propos comme ça peuvent laisser penser que nous n'avons pas de sens critique vis-à-vis de la situation. Je te rappelle, là on parle des violences... Mais j'ai pas terminé. Non, laisse-moi finir. Tu parles après. Laisse-moi finir. C'est juste pour dire. Non, ça n'a rien à voir avec ce que je veux dire. Juste ce point. Quand tu dis je souhaiterais, etc. Non. Je te rappelle qu'il y a une dame qui a été tuée par son mari et le policier à qui elle avait confié ses doutes et à qui elle avait demandé d'instruire sa plainte avait lui-même été condamné pour violence familiale. Le mec, il a ouvert un tiroir et il a fermé. Je te rappelle juste ça. Oui, non, c'est ce que j'étais en train de te dire. Oui, il y a, on ne peut pas, de la même manière que je dis qu'il y a un travail considérable qui est fait et qu'on devrait leur accorder une protection pour que des gens ne puissent pas tirer sur eux, c'est ce que je dis. Dans le même temps, je dis, on devait... ambulanciers, tout ça, c'est... Je continue, on devrait les mieux former pour recevoir des gens qui viennent dans des circonstances particulières. Je veux dire, j'ai vu pas plus tard que hier ou avant-hier dans un film où c'est bien caricatural, où une femme va voir un policier parce qu'elle a un problème, elle est frappée, et le gars lui dit, vous êtes sûr? Bon, je vois pas tellement les coups, est-ce que vous l'avez pas cherché? Carrément. Oui, mais c'est dans un film, je te dis ça, mais les films sont inspirés souvent de faits réels. Et en réalité, le fait d'avoir mis ces deux boutons pour une prise en charge discrétionnaire de l'individu me paraît être en soi une belle chose. Mais qu'on ne vienne pas nous dire qu'on a révolutionné la trouvaille du siècle. Je lui ai dit, ça devrait exister depuis très longtemps. C'est ce que je suis en train de dire. La prise en charge dans la discrétion et la confiance de ces gens qui viennent porter plainte devrait être quelque chose d'organisé depuis très longtemps. Voilà. Ouais. Mais c'est bien que ça soit fait en l'an 21. Le commissariat est tout nouveau en plus, il est trop mignon. Oui, Michel, un truc sur ça, non? J'ai vu un reportage assez intéressant sur une chaîne de télé. On a montré des policiers, d'ailleurs, apparemment, me semble-t-il, qui avaient reçu une formation spécifique pour ces questions-là, parce que donc il y a un pas quand même qui est fait dans la bonne direction. Oui, voilà. Parce que quand José dit, qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu ne l'as pas cherché, c'est ça? Non, je dis non. Il y a des policiers qui, souvent, faisaient des réflexions, qui continuent à faire des réflexions qui sont désagréables. Ouais. Quand quelqu'un vient, il faut imaginer le courage des fois qu'il faut à une victime pour se présenter et aller dire tout le mal qu'elle a subi. C'est pas facile. Ces gens-là devraient être reçus et effectivement être dans une salle d'attente, je dis là où Victor Sévère volontairement, dans une salle d'attente au milieu de toutes sortes d'individus et que peu recommandable et que vous avez ce vrai problème-là, c'est bien qu'on ait organisé la réception de ces gens et la discrétion dans la réception et un service dédié pour leur permettre de venir s'exprimer plus facilement. Pour avoir parlé avec un policier de ça il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui, quand quelqu'un va comme ça porter plainte pour une agression de ce genre, le mari, on va le chercher rapidement, il passe la nuit en tôle. Avant même peut-être qu'on l'auditionne ou quoi que ce soit, je dirais que enfin pas en tôle, pas là-bas, mais en garde à vue. Tu voulais réagir sur ça, Charles? Oui, il y a bien évidemment les deux boutons, mais il y a aussi l'aspect thérapeutique, le soin. Parce que quand quelqu'un arrive, qu'il a été violenté, etc., c'est un traumatisme. Parfois, la personne ne peut pas parler. Elle a du mal à exprimer, à verbaliser ses souffrances. Et bien évidemment, ça va compliquer encore la prise en charge, mais certaines personnes qui travaillent dans le domaine psychique et psychiatrique me disent que souvent, une prise en charge thérapeutique est nécessaire avant de prendre le témoignage au complet. C'est voilà. Ça. Bien. Pas de... Oui, non, mais je voulais réagir, j'ai réagi. Oui, non, je pense que ce qui est important, quel que soit ça c'est un progrès extraordinaire, mais sans vouloir revenir sur la pédophilie, c'est pareil, c'est des agressions. La première chose qu'il faut faire, c'est croiser
les bonnes personnes au bon poste. En fait, il n'est pas normal qu'on puisse confier des enfants à des éducateurs qui ont eu un passé criminel en matière de pédophilie. Et on s'aperçoit, le ministre des Sports l'a fait, le ministre de la Police, le ministre de l'Intérieur envisage de dire, effectivement, tu ne peux pas demander à un policier qui bat sa femme de recevoir des femmes battues, tu vois. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut? C'est croiser ces fameux fichiers entre les professions à risque, au sens large, hein, et le passé. Toi, le passé judiciaire, c'est la première chose qu'il faut faire. Et la première ministre qui a eu le courage de le faire, c'est la ministre des Sports, qui a dit, désormais, chaque poste sensible, donc accueil des enfants, enfin bon, Roxana, sera soumis à un croisement de fichiers. Et elle a mis dehors, entre guillemets, plusieurs milliers. C'est là qu'on voit, on parle de l'église catholique, et toi tu as raison, José, de dire, mais il n'y a pas que l'église catholique, il y a aussi le sport. Elle a mis dehors des milliers d'hommes qui avaient un passé criminel et qui étaient fonctionnaires d'État ou qui travaillaient dans des associations auprès des enfants. Alors, la grosse difficulté, Eddie a raison, la grosse difficulté, c'est qu'on ne veut pas révéler les chiffres. On aurait eu les chiffres, on aurait croisé les chiffres, il n'y aurait pas eu de souci. Mais les chiffres demeurent, entre guillemets, secrets, presque tabou. On n'en parle pas, on ne veut pas mettre devant la loi et on ne veut pas mettre devant le public. Non, mais tu as l'ACNIL, vous avez entendu parler de l'ACNIL, ça remonte à combien d'années? C'est obsolète ce genre de truc-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire un certain nombre de croisements, parce que la liberté, ceci, cela, c'est quelque chose qui mériterait d'être revu avec les temps modernes d'aujourd'hui. La Commission nationale informatique et liberté. Voilà. Donc avec ça... Pour soi-disant préserver la vie privée. Mais on comprend bien que les consultations de sites pédopornographiques, c'est déjà une première alerte. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, c'est criminalisé. Ouais. Aujourd'hui, c'est criminalisé. Voilà un premier pas. Alors, une chose peut-être un peu plus agréable, une taxe inondation adoptée par les élus du Cap-Nord pour 2022. Ouais. C'est plus agréable. C'est plus léger. Sauf pour les gens qui vont devoir la payer. Ouais. Non, mais c'est 7 € par an. Hein. Ah ouais, mais tiens, le gomme, on est dedans, en fait. On va faire. Okay. Je voudrais quand même souligner quand même que c'est une conséquence d'un transfert aux EPCI, aux communautés de communes, d'une responsabilité de l'État. Ce qu'on appelle les GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, avec des responsabilités. C'est-à-dire que en cas d'inondation, en cas de dommage, eh bien, les communautés communes pourraient être incriminées par les victimes. Ouais. Donc, il y a, j'ai un peu vécu ça quand j'étais à la CACEM. Bon, pendant longtemps, les cours d'eau, le curage des cours d'eau, etc., n'a pas été fait par l'État. Et donc, les communautés de communes héritent d'une situation, elles doivent faire un travail considérable. Et donc, qui implique bien sûr des dépenses, hein, des moyens financiers, d'où la contrainte de créer une taxe. Et surtout avec ceux qu'ils ont subi dans le Nord l'année dernière. Bon, sans compter qu'ils sont... La Chambre régionale des comptes, ils ont 12 millions de déficit, hein, ouais. En plus. Bon, oui. En fait, la taxe, ils appellent ça la taxe inondation. Moi, je l'aurais appelé taxe de la prévention de l'inondation. Parce qu'en fait, on pourrait penser qu'on prévoit qu'il va y avoir des inondations à partir de 2022 et qu'on invente une taxe déjà. Non. Michel le dit très très bien. Cette taxe... Oui, non, mais la taxe, c'est une taxe sous la prévention. Et en fait, à quoi sert cette taxe, Michel? C'est à l'entretien et l'aménagement des bassins. C'est des mesures de protection contre les inondations. C'est en fait faire de l'anticipation pour qu'en cas de forte pluie, que des terrains inondables, que des zones inondables le soient moins. On est bien d'accord? Oui, bien sûr. C'est une taxe de prévention sous des catastrophes à venir. Quand on dit inondation, j'ai l'impression, une taxe inondation, qu'on a prévu qu'il va plus prévoir en 2022. Alors pour ceux qui n'ont pas bien compris, je vous invite à venir au Gaumont voir de quoi on parle. Parce qu'on a un gué quelque part au Gaumont. Vous avez quoi?
Un gay. Pas un homosexuel, un passager. Non, je l'avais demandé, il n'y a que ça. Et il y a toute une série de bambous qui obstruent les passages Oui, de l'eau. oui. Résultat, dès qu'il pleut, on ne peut plus passer là. On a déjà eu 3 personnes qui ont été tuées. Ils ont quand même... Il y a aussi un peu les gens qui veulent à tout prix passer parce qu'ils ont un 4x4, parce que ceci, cela. Mais l'eau les emporte et les gens sont restés attachés avec leur ceinture. Ils n'arrivaient pas à sortir. Ouais. Et on a perdu des gens comme ça. C'est vrai que le nettoyage des bassins, c'est important. Ça paraît ridicule ce qu'on dit là, mais je vous assure que c'est quelque chose de fondamental. Ça t'est arrivé? En 91, ça m'est arrivé. Tu as été emporté par le courant? Avec la 205 de ma maman, je passais un cours d'eau. C'était, je peux dire... Tu avais un rendez-vous urgent. Tu as bravé l'eau. Est-ce que c'était la nuit, Charles? C'était la nuit, c'était un rendez-vous galant, effectivement. Et donc, j'ai été emporté, bon, le libre-service n'habite plus, mais c'est le cours d'eau à côté de l'ancien libre-service Landy. Ouais. Mais oui, avant d'arriver au Carrefour Mao, là, il y a un cours d'eau. Ah oui, ok. Alors, il est très profond. Et en fait, il y a un 4x4 qui était devant moi qui est passé, et je me suis engagé, et finalement, ma direction est venue assister, j'ai vu le moteur s'arrêter, et puis, chose à ne pas faire, je n'ai pas baissé les vitres très vite. Il faut baisser les vitres électriques, j'ai pas baissé les vitres, et quand j'ai voulu ouvrir la porte, c'est pas possible. Elle s'ouvrait pas, mais quand je l'ai ouverte et que l'eau s'est infiltrée, la voiture est descendue dans le cours d'eau, j'ai eu l'eau jusqu'à ma taille, et puis, les vitres ne baissaient pas. Et donc, j'ai dû me battre fermement. J'ai perdu un côté de chaussure tellement le courant était fort. Je suis monté sur le capot de la voiture et ce sont les pompiers qui sont venus me chercher. Et il y a un monsieur qui était là, un agriculteur, qui m'a dit pas sorti, montant les 3 et puis pas sautant de l'eau parce qu'il y a un courant encore, il douce là, mais il y a un courant. Les pompiers sont venus, ils m'ont lancé une corde. Le type m'a dit de m'attacher. Alors je lui ai dit, mais vous n'avez pas. Il m'a dit attachez-vous, je me suis attaché. Et je dis, il m'a dit sauter. Je ne voulais pas sauter. Les gars m'ont tiré tellement fort que j'ai fait un ricochet sur l'eau. J'ai à peine touché l'eau et je suis sorti. Mais ça m'est arrivé, effectivement. Et là, il ne s'agissait pas de mauvais entretien. Il s'agissait d'imprudence, simplement. Ouais. Alors, parce que le rendez-vous était effectivement urgent. Donc ça devrait, avec cette taxe, on devrait réparer ce problème-là. Voilà. Mais on n'aurait pas dû attendre de créer une taxe inondation pour régler ce problème au bout de 3 morts. Alors, il semblerait, ça peut être une information qui pourrait peut-être aider les gens, derrière nous, l'appui-tête, les tiges de fer qui sont dans l'appui-tête servent à casser les vitres. Servent à casser les vitres. Tout à fait. Ça sert à ça. Donc, si jamais une mésaventure comme ça arrive, on essaie d'enlever l'appui-tête et avec ça s'enlève et avec ça, tu pètes la vitre. Ouais. Les vitres latérales, oui, les vitres latérales, ça, c'est aujourd'hui fait pour ça. Ouais. Voilà, donc... On apprend beaucoup dans cette émission. Ah oui. Tu le savais, il dit ça? Non. Moi non plus. Alors, Michel, j'ai entendu ce matin un ancien de l'ancienne majorité parler sur RFO, enfin sur Martinique, la première. Tu as écouté cette émission, non? Il tirait à Boulet Rouge sur Didier Laguerre. Il disait qu'il ne comprend pas que Didier Laguerre soit président de la commission des finances. Pourquoi tu souris déjà, Michel? Parce que c'est un copain, Michel, c'est un copain. Mais oui, parce que tu es conseiller municipal. Et il est revenu sur le fait que Didier, la ville de Fort-de-France était dans le rouge et patati patata. Moi, la question que je me pose, est-ce qu'on ne peut pas se dire, le gars est président de commission à la CTM, quand il est à la CTM, on règle les problèmes de la CTM, mais pourquoi tout mélanger? Enfin, je ne sais pas, j'ai eu l'impression qu'on mélangeait le truc pour essayer de noyer le poisson. Non, moi je te réponds tout de suite. Oui. Je n'ai pas entendu cette émission, mais ce que moi je pense, c'est que Didier Laguerre a parfaitement le droit sur la démographie d'être président de la commission des finances. Ce que je critique, par contre, c'est le fait qu'il accuse ses prédécesseurs d'insincérité, alors qu'il est le champion de toute catégorie des insincérités. La Chambre régionale des comptes a relevé pas moins de 13 insincérités. Elle a relevé que de 2012 à 2019, les budgets ont été présentés en excédent alors qu'ils étaient en déficit. Mais là c'est le conseil municipal, c'est pas la CTM. Non, mais alors, tu ne peux pas quand même, c'est la paille, c'est la poutre et la paille. Ok, tu ne peux pas reprocher à certains des insincérités, c'est-à-dire le mot insincérité veut dire des falsifications, des chiffres. À certains, alors que tu le pratiques toi-même. Voilà.
Bien. C'est des fois un exercice rude de donner à des gens fautifs à redresser des situations par ailleurs. Vous savez? Tout à fait. Oh là là, monsieur Anelka. Fautif, c'est sévère. Je sais entendu. Oui, c'est. Non, mais tu peux répondre, Charles. Non, mais parce que tu as Je participé. pense qu'il aurait dû attendre, puisqu'on a annoncé un audit financier. Il y a 2 audits qui sont. Bon, un audit Non, non, organisationnel et un audit financier. Ils sont pas en cours, je vous rappelle. Allons être précis pour les gens qui nous écoutent. Les appels d'offres ont été lancés là. Bon. Donc ils sont pas en D'accord. cours. Ils sont pas en cours. Donc, il y aura des audits, il y aura des chiffres, il y aura des données, il y aura probablement des débats sur la manière dont ils ont été conduits quand même. Parce que, à ce moment-là, à partir de là, on pourra. Mais avant même le résultat, il dit il y a insécurité, il y a falsification. Non, il parle de ceux qu'ils ont peut-être trouvé dans les comptes. Il n'y a pas de matelas, apparemment. Mais c'est ça le problème. Tu voulais. Je ne veux pas. En fait, moi, je n'ai pas. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas cette casquette-là. En fait, il y a une chargée de la communication de la CTM. Oui. Mais je souhaiterais simplement dire Pourquoi que. tu as refusé cette charge-là? Tu aurais été un bon C'est parce que chargé de Non, parce communication. qu'il est quoi. là, il est déjà ici. Il peut pas. Non, c'est simplement que le quoi qu'il en coûte est bien tombé à la veille des élections. Mais je me tais. Je dis ça, je me tais. Voilà. Mais, mais est-ce que c'est décoder, en fait. Voilà, pas c'est ça. récurrent? C'est chaque clair, c'est même belle. Est-ce que c'est pas récurrent à la veille de chaque Mais bon, élection? c'est tout à fait. Mais le quoi qu'il observation. en coûte, c'est le président Macron qui a dit ça. Oui, le président Macron. Comment Non, tu as mais- fait pour transposer ça Non, ici? le quoi qu'il en Explique-moi. coûte, il a été repris. Voilà, merci. Il a été repris lors de la dernière plénière en ajoutant un quoi qu'il en coûte martiniquais Voilà. pour dire 40% de la vie chère. qu'en 2020, il a bien fallu trouver des ressources par l'emprunt pour faire face à la situation exceptionnelle qu'on vivait. Voilà. Voilà. D'accord, et puis les élections qui arrivent. Tu comprends oui. pourquoi il faut, quand tu es parti dans la vaccination, reste dans la vaccination. Restez là, frère, parce que là au moins. Tandis que là, tu viens de te livrer à un exercice de haute voltige. Oui. Parce que je pense que les gens qui nous écoutent n'ont pas tout compris. Ah oui. Mais il faut Pour- comprendre quand il même. faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils Voilà, comprennent. voilà, Il faut qu'ils Ils ont comprennent. compris, ils ont compris. Ouais. La communication intelligente. Bien. Alors, dans ton domaine, parlons un petit peu de ton domaine. Tu es président d'une commission. On sort un peu Non, du cadre je suis secrétaire, habituel. secrétaire de la commission éducation, urgence démographique, etc. Mais je suis surtout président de l'IMFP, l'Institut martiniquais pour la formation professionnelle des adultes. Et c'est une pépite, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire dans laquelle il y a des formateurs tout à fait dévoués à leur tâche qui essaient de donner des gestes professionnels, des compétences à des adultes qui ont été en rupture de scolarité et qui ont besoin d'apprendre un métier. À des adultes seulement? Les adultes, oui, en général les adultes. Des personnes qui sont sorties de la scolarité. Mais ça, je vais revenir t'en parler de manière plus approfondie, si tu le permets, parce que franchement, il y a vraiment de quoi faire dans le domaine de la formation en Martinique. Et figurez-vous que... Ben, Eddie parle tout le temps d'ici du nombre d'analphabètes, de Voilà, ceci, voilà. de cela. Quand on dit que les professions s'apprennent, il n'y a pas que l'intelligence de l'abstraction, il y a aussi l'intelligence du métier, l'intelligence manuelle, l'intelligence situationnelle, et je crois que toutes ces intelligences-là peuvent amener une solution à ces personnes qui sont en rupture de scolarité. Parce que ce sont des personnes qui sont désireuses d'apprendre, et les prescripteurs, Pôle emploi, etc., nous envoient donc des personnes à former, et on va s'y attacher, mais j'aurai l'occasion Ok. de revenir dessus de manière plus en détail. Très bien. Eddie, tu voulais dire un mot sur ça? Oui, non, je pense que c'est fondamental. Je l'ai déjà répété ici, on l'a partagé à plusieurs reprises. Je crois que le premier défi, et ça tombe super bien, parce que le premier défi d'un pays comme le nôtre, c'est d'améliorer le niveau d'éducation, de formation de sa population. On a la chance d'appartenir à un ensemble national qui fait de l'éducation nationale son premier budget. Il faut quand même le rappeler. La France est un des rares pays au monde dont le premier poste budgétaire national est l'éducation nationale. Après le remboursement de l'encours d'endettement. Oui, mais ça fait pas partie. Ça va pas partie du poste de Alec avait dépense. appelé le mammouth. Oui, le Donc, mammouth, mais qu'il voulait dégraisser, je sais pas s'il a dégraissé. c'est important. Il faut que tous les politiques Oui, c'est vrai. puissent comprendre qu'on bâtit un pays,
on rend un pays riche en augmentant le niveau d'éducation, de formation de sa population. Il n'y a pas autre chose. Et aussi la santé. Oui. Oui. Aussi oui. Parce que Tu sais que c'est lié, c'est-à-dire les gens, les pays qui n'investissent pas dans l'éducation le payent par leur niveau de santé dégradé. Tout à fait. Les gens mieux éduqués se soignent mieux. Tout à fait. Donc, tout à fait. D'abord l'éducation. Tout à fait. Et l'adéquation de la formation par rapport aux besoins du territoire crée énormément de richesses. Ouais. C'est ça. C'est surtout ça. En fait, il faut... Bon, je n'ai rien contre les formations du type psychologie, etc., sociologie. C'est très, très intéressant, c'est certainement très épanouissant. Mais en Martinique, on a besoin de professionnels qui... Vous savez, très, très sincèrement, hein, j'ai découvert les carrières technologiques et techniques bien tard. De mon temps, on faisait des histoires, géographie, sciences éco, droit, etc. Mais je vous assure que j'aurais été sensibilisé à cela par les instituts qui sont chargés de l'orientation à l'époque, que je n'aurais certainement pas fait un cursus en discipline générale. La plus-value de la discipline générale se mesure après des années. Tout le monde ici, vous avez fait caca à l'école, vous vous en souvenez pas, mais et puis après vous avez passé le bac. Donc on voit qu'il y a une plus-value intellectuelle, éducative et puis instructive, enfin lors de l'instruction, tout au long de l'année, mais quand on fait la différence entre CM1 et CM2, on ne voit pas trop de différence. Entre 6e et 5e, on ne voit pas de différence. Par contre, quand vous avez un plombier qui vient et puis vous lui demandez de mettre de l'eau dans cette pièce-là, il s'assoit, il fait ce qu'il a à faire et après vous avez un robinet qui coule dans cette pièce-là, je trouve ça tout simplement magique. Voilà. Alors, Serge Tani nous dit que l'éducation marche avec la santé, mais aussi avec le sport. Ah oui, ça c'est vrai. Oui. Il a raison. Timilat. Il a raison. Oui, oui. Grand Milat maintenant, il écrit beaucoup de livres. Timilat. Donc, oui, Timilat, Grand Milat. Tu voulais réagir sur ça, Michel, non? Non, mais alors, c'est bon? je suis tout à fait d'accord que les disciplines sportives, d'une manière générale, dans l'enseignement français, et notamment dans Ceinture noire de karaté, combien de dan? 6e. Pas encore continuer pour la fois pour le karaté. Non, mais bon. Mais les disciplines sportives ont souvent été négligées, même méprisées. Ouais. Bon. Et d'ailleurs, je dirais même qu'il y a encore une conséquence de ça. D'une manière générale, ce que je veux dire va peut-être heurter. Beaucoup de médecins qui ont été formés à cet état d'esprit ne comprennent pas le rôle de l'activité physique, le rôle du sport. Bon. Or l'activité physique est le meilleur moyen de santé, d'équilibre. Et tu as parlé de psychisme, d'équilibre psychique. Tu vois? Donc, et parmi les sports, bien sûr, les arts martiaux. Alors, une chose est sûre, c'est que Michel n'a jamais frappé sa femme. Avec son arbre, il veut certainement. Non, mais tu ne sais pas si sa femme n'était pas ceinture noire en 10e. Ah, peut-être, effectivement. Ah bon, c'est peut-être Michel du bon coup. Mais comment vous pensez rien, mais ça. Ah, justement, parce que. Mais ça, oui. On a parlé d'une couleur pour les femmes lorsqu'elles arrivent, mais je me suis posé la question, est-ce qu'on a mis une couleur pour les hommes? Parce qu'il y a des hommes qui prennent des coups. Oui, tout à fait. 10%. Et ils ont, 10%. Ils ont honte d'aller dire ça, parce que c'est pour ça, Madame Mokabatou, tu vois, les gars ont peur de dire ça. C'est la même chose pour les viols. Hein. Il y a des hommes qui se font violer, par contre là, c'est 7%. Ouais. Et les gens d'ailleurs ont du mal à croire qu'un homme se fait violer. Se fait violer, mais c'est-à-dire que la pression psychologique, les menaces, etc., c'est une forme pour atteindre le but. Il y a des femmes qui savent manœuvrer. Alors, ça n'est pas un viol dans le sens physique du terme, mais... et puis, il y a le droit de cuissage aussi. Hein. La patronne, venez ici, jeune homme, le jardinier, venez ici. Bon, ben voilà. Madame Bovary. Par exemple. Le film est passé récemment sur Arte avec une présentation remarquable d'ailleurs. On parlait de recommandations tout à l'heure. Michel a recommandé France 3. Moi, je voudrais recommander une émission, enfin, un thème sur Arte, sur tout ce qui touche aux manipulations. Et je recommande à notre ami qui nous a recommandé d'Aimé Zemmour d'aller sur le net et de regarder sur Théma comment une
comment les émules de Margaret Thatcher et notamment les émules les plus racistes ont créé en Afrique du Sud des tensions pour que Jacob Zuma garde le pouvoir en fomentant des émeutes à base de fausses informations basées sur la stratégie raciste. Formidable, hein? Des racistes blancs qui réussissent à faire des noirs s'affronter entre eux pour préserver un président noir. Donc, il y a des choses intéressantes. Alors, le premier confinement, rapport de l'INSEE, un quart des Martiniquais indique une dégradation financière liée au premier confinement. Oui. Un quart seulement? Je pensais que c'était plus important. Alors, un quart qui déclare. Alors c'est une enquête intéressante. J'ai participé, j'ai été à la conférence de presse de l'INSEE. C'est une enquête qui a été basée sur des chiffres de la DRES, c'est-à-dire la direction... La nouvelle. Le service statistique du ministère des Affaires sociales. Bon. Donc c'est le sentiment d'avoir... Alors 25% des Martiniquais, quand même 28% en Guadeloupe et 32% en Guyane. Excusez-moi Michel, 2 secondes. Alors sur France 3, les émissions VR de rage, c'est ça que c'est de... Ça c'est... Non, c'est pas ça? Parce que quelqu'un a mis France 3, les émissions VR de rage. Non, je crois que c'était l'émission du Non, ce que j'avais dit, c'est la colonisation, une histoire de France. D'accord. Ouais. Alors, ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est de montrer... Alors, c'est une enquête quand même exceptionnelle, par sa rapidité quand même, hein, bon, et qui permet de mesurer l'impact de la crise sur le premier confinement. Alors, nous en sommes... ce que disent les statisticiens, c'est qu'il y a eu un deuxième confinement en novembre 2020, et puis il y a celui d'aujourd'hui. Donc, le sentiment... Tu en as oublié un. Ouais, oui. Tu en as oublié un. Oui, celui de... Il y en a eu 4. Oui. Bon. 4 confinements déjà. 4 confinements. Donc, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est de montrer que les situations de crise accroissent les difficultés de ceux qui sont déjà dans la difficulté. Ben, c'est clair. Et ça, c'est une... Alors, tout à l'heure, je voulais dire que on parlait à propos de l'éducation et de la santé. L'OCDE et le FMI, qui sont des grands prêtres de conservatisme des systèmes actuels que nous appelons capitalistes, découvrent que la menace principale après le coronavirus, c'est l'accroissement des inégalités sociales dans tous les pays du monde. Et là, l'enquête de l'INSEE montre que c'est exactement ce qui s'est passé en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Et il y a un autre enseignement de cette enquête, c'est que malgré tout, moi je pense que la différence qu'il y a entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, mais c'est qu'il y a eu quand même un investissement plus massif, aussi bien de l'État que des collectivités, pour soutenir l'économie. Il faut comprendre pourquoi. C'est ça qui est intéressant. C'est que nous avons des économies qui sont soutenues par ce qu'on pourrait appeler l'économie informelle. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que les gens qui sont frappés, là, donc les 25% de Martiniquais qui disent « Moi, monsieur, cette histoire de confinement, ça m'a tué. » Je résume, c'est ça. Ça m'a tué tout simplement parce que je ne suis pas fonctionnaire, voilà. Je ne suis pas salarié, voilà. Je job. Ou je suis un peu salarié, c'est-à-dire que j'ai 20 heures de travail par semaine, et je comble. Par exemple, une caissière dans un hypermarché, elle ne fait pas 35 heures par semaine. Il faut que les gens sachent ça. Donc, c'est 20 heures. Alors, l'État dit, attendez, il ne faut pas descendre en dessous de 20 heures. Tu parles. Tu parles. Bon, il faut augmenter le salaire, sinon vous avez 600 ou 700 ou 800 euros par mois. Et vous faites quoi? Donc, il est évident qu'à partir du moment où il y a confinement, il y a un certain nombre d'activités privées qui sont arrêtées, donc les gens ne jobbent plus. Et c'est eux les premiers impactés. Mais en même temps, c'est ça qui est terrible dans ce petit territoire comme ça, en même temps,
sur 1 an et 4 mois, les Martiniquais ont mis de côté 1 milliard d'euros. Oui. 1 milliard d'euros. Avec ce milliard d'euros, il y a de quoi donner à bouffer à tout le monde. C'est ça, le déséquilibre énorme qui existe entre différentes parties de cette population. C'est ça le risque majeur. C'est pas tant l'accroissement, je veux dire, des faiblesses structurelles, c'est continuer à mettre face à face des gens qui sont de plus en plus fragilisés et puis des gens qui sont de plus en plus riches. Oui. C'est ça qui va péter. En fait, la comparaison, Eddy permet, la comparaison entre ceux qui ont des emplois précaires et qui ne peuvent pas aller faire leur job à côté et la thésaurisation du milliard ne tient pas. Tout simplement parce que ceux qui ont mis de l'argent de côté, c'est ceux qui sont en capacité de dépenser de l'argent et qui n'ont pas pu le faire. Oui. Ce ne sont pas ces petites chances. Non. J'ai pas dit que c'est la même chose. Non. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais je veux dire, tu dis singulièrement, dans cette période, on a pu mettre beaucoup d'argent de côté. Non. Mais je sépare bien les gens. Je dis, il y a 25%, mais paradoxalement, il y a les autres 75% qui ont mis 1 milliard de côté. Le budget de la CTM, c'est combien? 1,4 milliard. 1,4 milliard, ouais. Pratiquement. Alors, juste, c'est énorme, moi, hein. je n'avais pas le chiffre rond, je sais qu'effectivement, enfin, j'ai recherché, il y a eu plus de 66% d'épargne pendant la période des 2 mois de confinement. Je suis surpris du chiffre de 1 milliard. Oui, Moi 1,4 aussi, milliard. ça me semble beaucoup. J'avais le chiffre de 200... Ah ben moi, 215 millions. Voilà. 215 millions. C'est ce chiffre-là que j'avais. 1 milliard, c'est beaucoup. 250 millions, c'est le chiffre de l'accroissement normal de l'épargne chaque année en Martinique. 2018, 2019, etc. Ça, c'est le chiffre normal. Sur 1 an, entre mars 2020 et mars 2021, on est à un peu plus d'1 milliard. Alors, je vais vous ressortir les chiffres. Alors, 215 millions, en fait, c'est moins 215 millions pour les commerçants non essentiels. C'est moins 215 millions de chiffre d'affaires en moins sur les 2 mois. Il y a eu plus 66% d'épargne, effectivement. Et sur l'économie informelle, c'est à peu près 100 millions. Attendez, vous êtes d'accord avec moi? Parce que là, les chiffres que vous donnez, c'est sur 2 mois. 2 mois, oui. Moi, je mets sur 14 mois. Oui. Donc, faites le calcul. Et donc, l'économie informelle, c'est à peu près 100 millions. Enfin, quand on parle d'économie informelle, les jobs. Les jobs, c'est à peu près... 100 millions. 100 millions. Oui, mais 100 millions sur 2 mois. Sur 2 mois. Alors, multiplie ça par 6. Lorsque la crise a éclaté, qu'on a voulu prendre des mesures, je me rappelle, à la CTM, précisément, nous avons invité les gens de l'INSEE, etc. Et nous avons soulevé ce problème du secteur informel. Et nous avons dit que les mesures du gouvernement étaient intéressantes, etc. Mais que le radar, que nous avons une partie de la population qui passe sous les radars des organismes officiels tels que la sécurité sociale, etc. Et c'est ce fameux secteur informel dont tu parles. Bien. Alors, le chômage aurait diminué. J'ai entendu ça sur les chaînes françaises. Vous avez entendu ça, vous êtes d'accord? Oui. Il va diminuer. De 7%. Il va diminuer. Ils vont annoncer 7,6% de moins. Un taux qui tombe à 7,6%. Oui. Donc il y a moins 3%. Le taux descend à 7,6%. Tu as raison. Voilà. Pas en 700 qui court, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Tu as déjà vu. Tu dis aux Martiniquais, par exemple, vous allez comprendre, vendredi c'est férié, ou jeudi c'est férié, tu vas nulle part. Le vendredi, vous allez à les hypermarchés. Vous savez ça. Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tu as fermé l'économie pendant 1 an et demi en France et tu as réouvert brutalement. Il est clair que il n'y a pas de rattrapage de consommation, hein, mais il y a des gens qui ont été privés de consommer, même si en période normale ils n'auraient pas consommé, naturellement ils vont consommer davantage. Donc en fait c'est un accroissement extrêmement fort de la demande. Et face à ça, vous avez vu, il y a des pénuries de tout. Et il y a des embauches supplémentaires massives. Et il y a un phénomène nouveau, ça nous permet de faire la transition, c'est que la réapparition de l'inflation. Exactement. La réapparition de l'inflation... Mais l'inflation saine, celle de la demande. Alors, les économistes ne sont pas toujours d'accord. Mais tu as raison.
Tu as raison. Voilà, parce qu'il y a 3 inflations. Il y a 2 inflations qui sont catastrophiques. L'inflation par les coûts, c'est-à-dire l'augmentation du pétrole qui fait augmenter tout, donc ça coûte plus cher. L'inflation par la monnaie, quand il y a trop de monnaie en circulation et puis la monnaie est dévaluée, donc elle n'est pas bonne du tout. Et puis l'inflation par la demande, qui est une inflation saine, c'est-à-dire que c'est la consommation qui tire l'économie et qui tire le secteur productif. Le problème, c'est que quand même, tout le monde reconnaît que le problème en France, c'est que les salaires sont trop bas. Il y a trop de bas salaires. En fortiori en Martinique. Bon, je donne un exemple. Le SMIC a été augmenté de 2,2%. Bon, les derniers chiffres que j'ai consultés, le chiffre de l'inflation sur la période prise en compte pour le SMIC est de 3,1%. Donc on a perdu 1%, ne serait-ce que sur la revaluation du SMIC, et puisque nous sommes indexés sur l'inflation de France. Je ne te parle même pas des factures. Donc quand on a une inflation en Martinique supérieure à celle de la France, eh bien, c'est ce qui se passe pour la revalorisation du SMIC. Eh bien, nous sommes, les travailleurs martiniquais sont pénalisés. Bien. Et puis, nous allons terminer, puisque Grégory me fait déjà signe, mais DSK qui a été épinglé par, comment elle s'appelle, la journaliste Pandora Pompeuse. Voilà. Pandora Pompeuse. Oui, DSK qui a été épinglé. Il n'y a pas que lui. Il y a pas que lui. Il y a le Premier ministre de la Tchécoslovaquie. Pourquoi tu parles Premier ministre anglais? Pourquoi tu ne parles pas des Martiniquais? Je n'ai pas vu de nom. C'est bizarre comme dans certaines choses, les noms de Martiniquais n'apparaissent pas. Mais alors, ce que je note, moi, c'est que dans cette affaire, il y a très peu d'hommes politiques français. Et lui, c'est un homme politique, en plus un socialiste. Oui. Mais pour ne pas payer d'impôts en France, il va au Maroc, je crois, c'est ça, quelque part par là. Il est établi au Maroc. Il est établi au Maroc. Ouais. C'est un épiphénomène. On parle de milliers de milliards dans les paradis fiscaux. Oui. Mais bon, c'est un dossier. Enfin, j'ai l'impression qu'en France, ça n'intéresse plus personne. Vous avez vu? Ouais. Oui, parce que ce sont des milliards. Ce sont beaucoup. Il y a beaucoup de milliardaires dedans. Vous avez des rois, vous avez des présidents de pays, vous avez des propriétaires de multinationales. Vous avez des footballeurs. Il y a des footballeurs. Ça nous passe un peu. Alors, ce qui est quand même remarquable dans ce travail, cette fois-ci, c'est des personnes, des individus et pas des sociétés, pas des multinationales. La véritable évasion fiscale, ce sont précisément les sociétés multinationales. Oui. un petit clin d'œil quand même. Oui. Un petit clin d'œil, je ne résiste pas. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui nous ont attaqués ici sur le fait qu'on parlait de morts, qu'il y avait des faux morts. Vous voyez, on disait, écoutez, on a, avec cette histoire de Covid, et là, c'est... Moi, pas 400 qui a tiré la l'INSEE. L'INSEE a dit, attendez, les mecs, dans la période donnée, là, vous avez juin 2021 à septembre 2021 par rapport à 2019, le nombre de décès a augmenté de 78% en Guadeloupe et de 69% en Martinique. Ouais. À cause de quoi? C'est quoi? C'est une grippe? C'est quoi? Un avion qui est tombé. Au même moment où je reçois sur WhatsApp des calculs, des affirmations comme quoi on compte des faux morts du Covid. Ouais. Donc là, c'est l'INSEE. Et l'INSEE, ils ont pris, comme nous on l'a fait, ils ont appelé les communes en disant, bon les mecs, c'est quoi? Donnez-nous le nombre d'attestations de décès. Ils n'ont pas dit que les gens sont morts du Covid. Non. Mais on veut juste simplement savoir, ils sont morts de quoi? Puisque en 2019, par rapport à 2019, il y a 69% d'augmentation. Qui ça qui fête pendant les vacances là? Ni 70% de monde qui mort en plus. Qui ça qui fête? C'est pas footballeuse de gage, alors, je peux me permettre de faire un petit peu de propagande. Oui. Ce chiffre n'a pas échappé au journal Justice. Vous aurez l'article complet dans le journal Sagacité. Lequel chiffre Cette analyse concernant le nombre de morts. Ah bon, parce que donc, nous essayons quand même de combattre les fakes. Alors, je l'avais annoncé ici avant l'INSEE, tu te rappelles, je l'ai annoncé ici avant l'INSEE. Et donc, on a été voir si nos chiffres étaient comparables. Et effectivement, les morts Covid sont compris entre 1000 et 1200 morts sur 2 mois et demi. Sur 2 mois et demi. Et vous entendrez bien, chaque fois que l'annonce est faite, on dit des morts à l'hôpital.
C'est toujours, et tous les journalistes reprennent ça. J'étais assez surpris par ça d'ailleurs. Oui, Il y a des gens qui décèdent chez eux. Ils oublient que des gens meurent ailleurs qu'à l'hôpital. Tout à fait. Non, mais c'est le meilleur ratio. Hein. Regardez les décès 2017, 2018, 2019, 2020, c'est régulier et constant. Ouais. Et puis 2021, boum. Oui. 2021 sur 2 mois et demi. Sur 2 mois et demi. Je rappelle que le 4 juillet, l'épidémie n'avait pas commencé. On avait mort du Covid depuis 1 an et 4 mois, 98 morts. On est passé de 98 à 1200. Alors, là, il faut vraiment qu'on termine. On n'a pas parlé du préfet, des annonces du préfet. Donc, apparemment, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il n'y a pas grand-chose. Je voulais quand même vous alerter. Cette émission sert à ça. L'épidémie est repartie. Hein. Vous regardez, alors, allez sur les statistiques du préfet. On était à 68 cas par jour. On est remonté à 113, 120 cas par jour. Hein. Mercredi, vous avez vu les chiffres. Hein. Mardi, mercredi, jeudi. Donc, il repartit. Non, mais bon, je crois qu'il faut que nous ayons l'esprit de responsabilité de dire qu'il n'y a pas d'autre méthode pour arrêter l'épidémie que d'arrêter la circulation du virus et par conséquent de respecter un certain nombre de consignes. Alors, je suis à l'aise pour le dire, puisque je dirige une salle de sport. Ça me gêne. La rentrée est très difficile. Mais si vous mettez 30 types dans une salle à faire du karaté, et qu'il y a un seul type qui est contaminé, Il contamine tout le monde. il contamine tout le monde. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Excellent week-end à tous les quatre. Merci à Grégory pour la réalisation. Merci à vous chez vous. Continuez à nous envoyer vos emails sur zouktv@gmail.com. Nous allons répondre à tout ce que vous allez nous demander. C'est comme ça qu'on est ici. Hein. Oui. Chaque fois, on répond. Tu as vu Voilà. qu'on a répondu gentiment. Oui, gentiment. Oui, tu as tout été à fait. Pédagogue. tu as été très cool Oui. et très démocrate. Moi, je pense que le monsieur en question et d'autres, en regardant cette émission, nous font déjà l'honneur de regarder cette émission. Tout à fait. Et nous devons les respecter. Tout à fait. Merci beaucoup En à tous les contre, quatre. nous ne sommes pas là pour respecter Zemmour, ça c'est clair et net. Non, et puis surtout, parce que Zemmour est un type habile. Très bien. Allez, Grégory, habilement lance le générique, s'il te plaît. Regardez ça, macaque.